Cette série commence par un phénomène de tempête solaire survenant en 1997. Prévu pour atteindre la Terre et potentiellement perturber tous les dispositifs de communication et les appareils électroniques en raison des radiations émises par ce phénomène naturel. L'impact le plus grave de la tempête solaire pourrait même entraîner la mort de la moitié de la population humaine par famine et par une élévation extrême de la température globale. La même année, une femme mystérieuse crée un système appelé GRID, conçu pour protéger la Terre des tempêtes solaires. 24 ans plus tard, en 2021, un homme nommé Kim Se-ah est vu entrant dans une voiture après avoir fait des courses dans un magasin de proximité. À ce moment-là, Se-ah est témoin, sans le vouloir, d'un homme suspect quittant le magasin après avoir commis un meurtre contre le caissier du magasin. Peu après, la police, alertée par le meurtre, commence à enquêter sur la scène du crime en recueillant des preuves et en interrogeant Se-ah en tant que témoin. D'après les images de vidéosurveillance, l'employé de service nommé Sok-bin avait précédemment demandé à un homme portant un chapeau de ne pas boire de bière à l'intérieur du magasin. Mais l'homme a ignoré l'avertissement, ce qui a conduit à la colère de Sok-bin et à la frustration de l'homme, culminant avec l'agression fatale de Sok-bin avec des ciseaux. En visionnant les images de surveillance, Se-ah, qui a la capacité de lire les mouvements des lèvres, peut facilement déchiffrer la conversation entre le criminel et la victime. Après la conclusion de l'enquête, la police identifie finalement le coupable comme Kim Man-ok, qui réside dans un ancien bâtiment de clinique fermée. Peu après, une équipe d'enquête est envoyée à la clinique pour l'appréhender. À son arrivée, la policière Jang Se-byok poursuit immédiatement le criminel en fuite par une fenêtre. Étrangement, le criminel semble être aidé par une femme mystérieuse, permettant à Man-ok d'échapper à la capture de la police. Malgré cela, Se-byok ne renonce pas et continue de le poursuivre. Cependant, juste au moment où Se-byok est sur le point de l'appréhender, la femme mystérieuse intervient à nouveau, aidant Man-ok. À ce moment-là, Se-byok est forcé de se battre avec la femme jusqu'à ce qu'elle disparaisse mystérieusement devant ses yeux. En passant à Se-ah, qui travaille au bureau de l'administration, après avoir obtenu des informations sur l'apparence estimée de la femme qui a aidé Man-ok, Se-ah les présente immédiatement au directeur adjoint Choi Song-hul et à son équipe. Song-hul, apprenant cela, ordonne à Se-ah et à l'équipe de prendre en charge l'affaire du meurtre de Man-ok. Suite à ces ordres, il se rend au poste de police pour annoncer que le bureau de l'administration prendra en charge le cas du meurtre commis par Man-ok et demande toutes les preuves recueillies par la police. Après que l'affaire ait été confiée à l'équipe de Song-hul, Man-ok et la femme mystérieuse, surnommée plus tard le fantôme, deviennent des fugitifs officiels en Corée. D'un autre côté, Se-byok découvre un brin de cheveux dans le chapeau du fantôme, qu'elle a pris après leur précédente bataille. Curieuse de connaître l'identité de cette femme mystérieuse, elle se rend à l'hôpital pour effectuer un test ADN. Cependant, de manière étrange, après que le médecin l'ait examiné, l'ADN du fantôme semble anormal et ressemble à celui d'une personne décédée. Se-byok ressent également la même étrangeté, car elle avait été attaquée auparavant par le dispositif étrange du fantôme, ce qui avait causé une brûlure sur son bras. Pendant ce temps, Se-ah et son collègue, Song Ho-jin, se rendent à l'hôpital pour récupérer les résultats du test ADN du fantôme. En apprenant cela, Se-byok tente de fuir avec les documents, ce qui pousse Se-ah à poursuivre sa voiture dans la rue. Après avoir réussi à arrêter la voiture de Se-byok, Se-ah lui demande de remettre les documents, lui informant qu'elle n'a plus besoin de s'impliquer dans l'affaire de Man-ok. Pendant ce temps, Man-ok, maintenant fugitif, reprend ses activités criminelles en volant de l'argent à un homme travaillant dans un magasin. Cependant, le fantôme intervient et empêche le vol, révélant sa capacité à manipuler le temps. Elle apparaît devant Man-ok, qui ne la reconnaît pas du tout et semble effrayé, ce qui le pousse à fuir. Après s'être révélé à Man-ok, le fantôme est vu se rendant dans une pâtisserie pour déguster quelques-uns de ses gâteaux préférés avant de rentrer chez elle pour se détendre. Revenons à Se-ah, qui cherche secrètement des preuves supplémentaires sur l'affaire Man-ok en visitant la clinique abandonnée, l'ancien refuge de Man-ok. En cherchant des indices, il rencontre de manière inattendue Se-byok, qui n'a pas abandonné son enquête sur le même cas, même si ce n'est plus de la responsabilité de la police. Ils finissent par chercher des preuves ensemble et se rendent dans un restaurant de nouilles situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la clinique. Tout en dégustant leur repas, Se-byok et Se-ah essaient de recueillir des informations sur Man-ok auprès du propriétaire du restaurant, Jong-mi. À ce moment-là, elle mentionne que Man-ok avait mangé dans son restaurant plusieurs fois sans savoir qu'il vivait à l'étage. Se-byok donne alors sa carte de visite de la police à Jong-mi et lui demande de la contacter si elle revoit Man-ok. Le lendemain, Song-hul,
qui venait d'arriver au bureau de l'administration, est soudainement alertée qu'une personne est entrée dans sa pièce sans autorisation. Elle se précipite dans sa pièce où Sea se trouve déjà, prétendant nettoyer des déchets. De manière inattendue, Sea est entrée délibérément dans la pièce de son supérieur pour obtenir les empreintes digitales de son HUL afin de pouvoir plus tard accéder à la pièce secrète au 16e étage où toutes les informations sur Manock et le fantôme étaient stockées. Après avoir pris la bouteille d'eau de son HUL, suspecté d'avoir ses empreintes, Sea demande l'aide de Sebiok pour imprimer ses empreintes, qu'il utilise ensuite pour accéder au 16e étage. En atteignant une salle de stockage, Sea trouve une clé USB dans la boîte de l'affaire de Manock et copie immédiatement les données à l'intérieur. Peu après, Sea quitte son bureau en vitesse et se rend en voiture dans une ruelle, où il tente de modifier les images de vidéosurveillance pour faire apparaître son HUL comme celle qui est entrée sur le sol secret. Heureusement, juste avant que les agents de sécurité dans la salle de contrôle réalisent que Sea est un intrus, il parvient à remplacer l'enregistrement de lui-même par celui de son HUL. Quelque temps plus tard, Sea examine les fichiers qu'il a copiés depuis le disque externe jusqu'à ce qu'il trouve des images datant de 24 ans, où un agent d'entretien de l'Institut de recherche radio nommé Lee Jang-hyuk, avec son fils Siwon, est soudainement attaqué par le fantôme avec un dispositif qui provoque des brûlures fatales sur tout le corps de Jang-hyuk. En plus de cet enregistrement, plusieurs autres enregistrements montrent que le fantôme était également présent dans plusieurs pays différents en même temps. Avec cette découverte, Sea rencontre Sebiok pour lui montrer toutes les images qu'il a trouvées. Tout comme lui, Sebiok ressent aussi de nombreuses anomalies concernant le fantôme, notamment les armes mystérieuses qu'il avait blessées auparavant. En se dirigeant vers le refuge de Manock, où plusieurs snipers sont positionnés sur les toits des bâtiments pour cibler le criminel du meurtre du mini-market. Le fantôme a de nouveau contrecarré le plan de capture en neutralisant les snipers. Pendant ce temps, Manock, réalisant que Johnny l'avait signalé aux autorités, est entré de force dans sa résidence et l'a agressé. Manock a ensuite tenté de fuir les agents du bureau de l'administration en montant dans un train, mais ses déplacements ont été facilement suivis par les agents grâce au tracker placé sur sa veste. Manock a une fois de plus échappé aux agents poursuivants jusqu'à ce que le fantôme remonte le temps pour le sauver et le dépose sur les rails de métro désaffectés. Elle a ensuite emmené Manock dans un tunnel abandonné où elle l'a soudainement piégé. Affolé, Manock a essayé de crier pour demander de l'aide et être libéré de cette détention. Pendant ce temps, Sebiok est arrivé sur le lieu de l'attaque contre Johnny, mais malheureusement, les agents du bureau de l'administration l'ont empêché d'entrer et de voir directement la scène du crime. Dans le tunnel souterrain, Manock, toujours confiné, a accidentellement trouvé une petite plaque de fer, ce qui l'a poussé à planifier une évasion. Sans hésiter, il a commencé à découper les barres de fer qui le confinaient avant que le fantôme ne revienne dans le tunnel. Peu après, le fantôme est revenu avec de la nourriture pour Manock, mais elle ne l'a pas trouvé car il avait déjà échappé. En utilisant son dispositif avancé, le fantôme a remonté le temps, ce qui a fait revenir Manock dans les barres de fer sans qu'il le sache. Le lendemain, Sebiok a rencontré son supérieur, Go Han-sung, qui l'a informé qu'elle était transférée dans une autre province en raison de son ingérence excessive dans l'affaire Manock, qui était traitée par le bureau de l'administration. Avant d'être officiellement transférée, Sebiok a alors demandé un congé à Han-sung, prétendant vouloir partir en vacances, alors qu'en réalité, elle prévoyait d'enquêter secrètement sur l'affaire Manock. Sebiok s'est ensuite rendu à l'hôpital où Johnny était soigné. En apprenant que Johnny avait survécu à l'attaque de Manock, Sebiok a paru soulagé. De manière inattendue, le tireur d'élite victime de l'attaque du fantôme était également traité dans le même hôpital avec des brûlures similaires à celles qu'elle avait subies auparavant. Après avoir surpris la conversation du médecin avec Sea concernant l'état du tireur, Sebiok est accidentellement tombé sur Sea. D'autre part, son HUL, très ambitieuse à l'idée de capturer le fantôme, a élaboré un plan avec le directeur Jo Eung-sik via un appel vidéo. Lors de leur conversation, il a été révélé qu'il y a 24 ans, son HUL avait été la première personne à trouver Siwon seul après l'incident de la mort de Jang-hyuk avant de finalement l'amener à l'hôpital. Par conséquent, son HUL essaie maintenant de localiser Siwon pour l'interroger sur l'attaque contre Jang-hyuk. Sans perdre de temps, le lendemain, son HUL est allé au département de la population pour rechercher des informations sur Siwon. Mais les fonctionnaires ont soupçonné qu'il était décédé puisque son nom n'était pas enregistré pour le service militaire. Cependant, l'agent du département de la population que son HUL a rencontré lui a informé que Siwon n'était pas le fils biologique de Jang-hyuk, car en 1992, Jang-hyuk avait adopté Siwon lorsqu'il avait 1 an. De retour à Sebiok,
De plus en plus curieuse à propos du fantôme et des événements entourant la mort de Jang Hyok, elle a recherché divers articles liés à l'incident. À ce moment-là, Se-byok a même suspecté que Se-ah pourrait être le fils de Jang Hyok car il semblait ambitieux dans l'enquête sur les affaires liées au fantôme. Après avoir approfondi ses recherches sur le nom de Jang Hyok, Se-byok est devenue douteuse quant à savoir si Se-ah était le fils du concierge. Pendant ce temps, lorsque Se-ah est rentré chez lui, il a immédiatement rencontré l'infirmière qui s'occupait de sa mère pendant qu'il était au travail. Apparemment, la mère de Se-ah était gravement malade depuis des années, ce qui l'avait clouée au lit. En voyant l'état de santé de sa mère se détériorer continuellement, Se-ah semblait attristée mais déterminée à ne pas l'abandonner et résolue à trouver un moyen de soigner sa mère, qui était le seul parent qui lui restait. Lors d'une autre occasion, Se-ah a tenu une réunion avec Song-hul et d'autres membres du bureau de l'administration pour discuter du plan de capture des fugitifs Manok et le fantôme. À ce moment-là, Oh-jin a suggéré de créer des affiches de Manok et du fantôme et de les distribuer dans toute la ville, annonçant une récompense pour quiconque fournirait des informations ou capturerait les deux fugitifs. Bien que cette idée puisse être l'alternative la plus rapide pour capturer les fugitifs, Se-ah n'était pas d'accord car cela pourrait mettre en danger de nombreux civils en raison de l'arme mortelle du fantôme. De plus, le fantôme protégerait toujours Manok, ce qui pourrait entraîner de nombreuses victimes. Se-ah a alors proposé d'annoncer de fausses informations sur un dysfonctionnement du système Grid pour attirer le fantôme au bureau de l'administration afin de réparer le système Grid. Sachant que le fantôme était celui qui avait créé le système avec une technologie non disponible auparavant. Tous les membres semblaient d'accord avec l'idée de Se-ah, mais comme cela concernait la sécurité nationale, le bureau de l'administration devait présenter la proposition au ministère de la Défense. Lorsque Song-hul et son équipe ont tenu une réunion avec le ministère pour présenter la proposition de Se-ah, le ministre n'était pas entièrement favorable car annoncer un dysfonctionnement du système Grid pourrait provoquer des troubles parmi le public. En tenant compte de cela, le ministre a décidé d'accepter la proposition d'Oh-jin de distribuer des photos de Manok et du fantôme, tout en demandant l'aide du public pour capturer les deux fugitifs avec une récompense monétaire. Après la distribution des photos de Manok et du fantôme dans divers endroits, y compris à la gare, deux hommes ont soudainement intercepté le fantôme, déguisé en employé de bureau. Malheureusement, le traitement brut des deux hommes a poussé une femme de ménage nommée Gyeong-gi, qui se trouvait à proximité, à intervenir pour empêcher les hommes de capturer le fantôme, car elle le percevait comme un employé de bureau ordinaire. Les deux hommes, irrités par Gyeong-gi, ont également attaqué la femme de ménage jusqu'à ce que Se-byok, qui passait par là, intervienne et les arrête sans réaliser que l'employé de bureau qu'elle avait aidé était le fantôme. Après le départ du fantôme, Se-byok a montré des photos de Manok et du fantôme à Gyeong-gi et lui a demandé si elle avait déjà vu les deux fugitifs dans la zone de la gare, espérant obtenir des informations sur les derniers déplacements de Manok à la gare. Malheureusement, Se-byok n'a obtenu aucune information de Gyeong-gi car la femme de ménage n'avait jamais vu Manok ni le fantôme. Peu après, Gyeong-gi est allée dans un passage souterrain où elle a accidentellement découvert l'endroit où Manok était retenue captive. Réalisant que Manok était le fugitif qu'il recherchait, Gyeong-gi a immédiatement informé Se-byok. Étrangement, lorsque Se-byok est arrivée, la cage était vide, alors elle l'a ouverte et a inspecté les lieux. De manière inattendue, Manok se cachait au-dessus et l'a soudainement attaqué. Heureusement, grâce à ses compétences en arts martiaux, la policière a réussi à maîtriser et capturer Manok. Manok a ensuite été emmené au poste de police pour interrogatoire, mais Song-hul et son équipe sont arrivés pour demander que Manok soit remis au bureau de l'administration. Cela a mis en colère Han-sung et les autres policiers, qui étaient ceux qui avaient capturé Manok. Malheureusement, Song-hul a insisté pour emmener Manok jusqu'à ce que Se-byok pointe une arme sur lui, menaçant de le tuer si Song-hul persistait dans sa demande. Au milieu de la dispute, Se-byok a finalement accepté de laisser Song-hul prendre Manok à condition qu'elle soit incluse dans l'équipe d'enquête sur l'affaire de Manok. N'ayant pas d'autre choix, Song-hul a accepté à contre-cœur, bien qu'Oh-jin ait protesté contre sa décision. Cette nuit-là, le fantôme a également appris la capture de Manok, ce qui l'a poussé à se rendre au bureau de l'administration pour le sauver. Tous les agents ont eu du mal à suivre les déplacements du fantôme car elle pouvait se téléporter dans une autre pièce en un rien de temps. Heureusement, le fantôme est tombé dans un piège tendu par l'équipe du bureau de l'administration en entrant dans la salle de stockage du système Grid. Se rendant compte qu'elle était piégée, le fantôme s'est immédiatement téléporté et est soudainement apparu devant le groupe de Song-hul, qui venait juste d'arriver du poste de police. À ce moment-là,
les agents préparés du bureau de l'administration ont immédiatement tiré des balles qui ont neutralisé le fantôme. Malheureusement, l'une des balles a touché son hule, entraînant sa mort sur le coup. Impuissant, le fantôme a ensuite été conduit au laboratoire où ses armes ont été sécurisées pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs pour s'échapper. De plus, le fantôme a été injecté avec un sédatif pour éviter qu'elle ne se rebelle lorsque le bureau de l'administration retirait la puce implantée dans sa main. Apparemment, la puce servait de convertisseur de signaux dans le cerveau en signaux électroniques, permettant au fantôme de se téléporter simplement en pensant à un endroit et en appuyant sur un bouton de l'appareil qu'elle portait habituellement. Ojin, désormais le nouveau chef de l'équipe d'enquête suite à la mort de son hule, a tenté d'interroger le fantôme. Malheureusement, elle a catégoriquement refusé de répondre à ses questions et a plutôt murmuré des mots qui l'ont confus. Pendant ce temps, Seiya a reçu un message vidéo de l'enregistrement des caméras de surveillance chez lui, montrant le fantôme tuant sa mère en lui injectant un liquide. Enragé par cette révélation, Seiya a envahi le laboratoire, pointant une arme sur tout le monde présent et s'approchant du fantôme pour exiger une explication sur la mort de sa mère. De manière inattendue, c'était tout un piège tendu par le fantôme, qui savait qu'elle serait capturée. Exploitant la situation de Seiya pour le convaincre de réimplanter sa puce et de lui rendre son arme. Si Seiya se conformait, le fantôme affirmait qu'elle pourrait remonter le temps pour sauver sa mère. Entendant cela, Seiya a rapidement pris la puce mais l'a plutôt implantée dans sa main et a pris l'arme du fantôme pour pouvoir remonter le temps et sauver ses parents décédés. À l'extérieur de la pièce, plusieurs agents du bureau de l'administration étaient en train de placer une bombe à l'entrée du laboratoire, verrouillée par Seiya, avec l'intention de la faire exploser malgré le risque de perte de vies humaines. De retour à Seiya, qui avait utilisé l'appareil du fantôme pour remonter le temps et arriver en 1997 pour sauver son père, Kim Se-hoon, il se trouvait alors devant le bureau de l'administration, qui fonctionnait encore comme l'Institut de recherche radio. Là, il a rencontré le responsable de la salle de contrôle, Gwon-hyuk, qui était encore un membre du personnel ordinaire et l'a reconnu comme étant Se-hoon. Lorsque Seiya est entré dans le bâtiment, il a vu le fantôme tuer Se-hoon, qui était professeur, pour obtenir sa carte de visite afin d'accéder au système dans la salle de laboratoire. Pendant ce temps, Jang-hyuk, en voyant le corps sans vie de Se-hoon, a paniqué et a tenté de demander de l'aide. Seiya, de son côté, a délibérément retenu Si-won pour empêcher le jeune garçon de suivre Jang-hyuk, qui essayait maintenant d'appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide en utilisant le téléphone dans le laboratoire. Lorsque Jang-hyuk a vu le fantôme manipuler la machine du professeur, il a tenté de l'arrêter, mais le fantôme a riposté, entraînant la mort de Jang-hyuk, poignardé par un morceau de métal tranchant dans le laboratoire. Malheureusement, Si-won a réussi à suivre Jang-hyuk jusqu'au laboratoire et a été témoin de la mort de son père. Les événements que Seiya a vécus dans le passé se sont révélés différents de ce qu'il connaissait dans le futur. Cela était dû à son apparence, provoquant une réinitialisation automatique de tous les événements passés, ce qui pourrait altérer l'avenir. Après avoir appris comment son père était mort, Seiya a alors remonté le temps juste avant que le fantôme ne tue Se-hoon. Pour sauver son père, Seiya a délibérément pris la carte de visite de Se-hoon et l'a remise au fantôme avant qu'elle ne l'attaque. Par ce geste, Seiya espérait que la création du système Grid ne causerait pas de victimes comme auparavant. En observant le fantôme terminer le système Grid, Seiya a avoué qu'il venait du futur et voulait sauver la vie de Se-hoon en utilisant l'arme et la puce du fantôme provenant du futur. En même temps, le fantôme a soudainement commencé à perdre connaissance. Malheureusement, avant de révéler le code d'activation du système Grid, elle a disparu parce que sa puce était maintenant à l'intérieur du corps de Seiya. Après l'incident, Seiya s'est téléportée en 2021, où tout le monde devait porter des vêtements de protection à l'extérieur parce que le système Grid n'était pas terminé, ce qui avait conduit la Terre à être affectée par des tempêtes solaires. Peu après, Seiya est retournée en 2005 et a visité une usine de fabrication de vêtements de protection, afin que tout le monde puisse être protégé des radiations des tempêtes solaires. À ce moment-là, Seiya a tenté de retrouver sa mère à cet endroit, mais selon les témoignages des travailleurs de l'usine, sa mère n'avait jamais été employée là-bas comme Seiya l'avait précédemment pensé. Alors qu'il était encore dans l'usine, Seiya a été témoin de la manière dont le phénomène naturel d'une tempête solaire frappait la Terre, provoquant des dysfonctionnements technologiques. Tout le monde s'est alors précipité pour se mettre à l'abri et se mouiller le corps pour éviter les effets terribles de la tempête solaire. Peu après, Seiya a visité son ancienne maison familiale et à sa surprise, sa famille vivait à cette époque dans une résidence relativement luxueuse. En voyant cela,
Sea a été heureux de retrouver ses deux parents encore en vie. Malheureusement, toute sa joie a été assombrie par les nombreuses personnes souffrant de brûlures dues aux effets de la tempête solaire. De plus, en 2005, Sea a vu son père recevoir plusieurs prix pour avoir réussi à développer une technologie capable d'éliminer la contamination radioactive des tempêtes solaires. Bien que la méthode développée par Seoun n'était pas encore parfaite, de nombreuses personnes ont finalement été aidées par la technologie qu'il avait créée. En même temps, Sea était devenu un directeur exécutif dans une grande entreprise, profitant de diverses installations luxueuses avec facilité. Un autre jour, Sea se souvint soudainement de Sebyok. Il essaya de la retrouver, et il découvrit qu'à ce moment-là, elle ne travaillait plus comme policière mais comme bibliothécaire. En voyant Sebyok, Sea fut choqué de la voir, car elle était devenue définitivement sourde et muette à cause de l'exposition aux radiations solaires. Avec tant de personnes souffrant à cause de l'absence du système grid, Sea commença à se demander si sa décision de sauver ses parents était la bonne, car elle avait en réalité empêché la création du système grid, qui protégeait la Terre des tempêtes solaires. Sea commença à penser qu'il était bien plus malfaisant que le fantôme, qui avait sacrifié 2 vies pour sauver l'humanité, alors que lui avait sacrifié des millions de personnes juste pour sauver ses parents. Après cela, le regret continua de hanter Sea jusqu'à ce qu'un jour, il serre soudainement ses parents dans ses bras et leur dit adieu, car il comptait corriger son erreur en veillant à la réussite de la création du système grid par le fantôme. Peu après, Sea retourna en 1997, où il vola la carte de visite de Seoun et tenta de créer le système grid tout seul. Malheureusement, Seoun découvrit cela et entra dans le laboratoire, ce qui entraîna un combat entre eux qui se termina par la mort de Seoun, poignardé par un objet métallique tranchant dans la pièce. En même temps, Jang-hyuk entra dans le laboratoire et fut témoin du meurtre, ce qui le poussa à sortir en courant pour demander de l'aide. Sentant que Jang-hyuk représenterait une menace, Sea suivit le concierge. Malheureusement, lors de la poursuite, Sea fut obstrué par Siwon, ce qui le poussa accidentellement à viser la zone des yeux de Siwon, le rendant aveugle. Frustré par ses échecs répétés à changer l'avenir, Sea retourna ensuite en 2021 pour rencontrer le fantôme, qui aidait alors Manok à échapper à la police. Lors de leur rencontre, le fantôme semblait savoir ce que Sea avait fait dans le passé, lui conseillant de ne pas changer le passé car les petits changements dans le passé auraient des impacts significatifs sur l'avenir. Après avoir reçu ce message, Sea retourna en 1997 et permit au fantôme de compléter sa tâche de construction du système grid. De plus, il devait également assister au meurtre de Seoun et de Jang-hyuk par le fantôme sans offrir de résistance pour éviter de perturber l'avenir à cause de ses actions. Alors que le fantôme terminait sa tâche, Gwon-hyuk entra soudainement dans le laboratoire et tenta de l'arrêter. Juste au moment où le fantôme était sur le point d'éliminer Gwon-hyuk, Sea réussit à le sauver et demanda au responsable de la sécurité de garder le silence sur tout ce qu'il avait vu. Après avoir corrigé les erreurs qu'il avait commises, le système grid fut finalement créé et sauva l'humanité dans tout le pays des tempêtes solaires. Peu après, Sea se rendit en 2006 pour rencontrer son moi plus jeune et confronter sa mère, qui était déprimée depuis la perte de Seoun. L'adulte Sea fut vu en train d'embrasser son moi plus jeune et de l'encourager à surmonter tous les défis de la vie. Sea retourna ensuite en 2021 juste avant son voyage dans le temps. Il retira rapidement la puce de sa main, alertant Sebyok de son voyage temporel. Ignorant sa réaction, Sea rendit la puce et l'arme qu'il détenait au fantôme. Malheureusement, en même temps, les agents du bureau de l'administration attendaient des ordres pour faire exploser le laboratoire verrouillé. Peu après, Oh-jin, qui se trouvait encore dans la pièce et se dirigeait vers la porte, fut soudainement surpris par une explosion de bombe. Poussant le fantôme à utiliser son pouvoir pour remonter le temps, mais elle décida de ne pas effacer les souvenirs de Sea et Sebyok. La scène se remit alors à quelques heures avant l'arrestation de Manok à la gare, et son Hul était encore vivante. Dans le couloir de la gare, Sebyok fut vue en train de marcher dans le couloir à la recherche de Manok jusqu'à ce qu'elle trouve Gyeonggi, qui était déjà sans vie. La cause exacte de la mort du concierge étant inconnue. Sans perdre de temps, Sebyok informa immédiatement le bureau de l'administration de sa découverte, ce qui poussa son Hul et son équipe à se rendre sur place pour enquêter. La survie inattendue de son Hul sembla d'abord surprendre Sebyok, mais après avoir récapitulé tous les événements qui s'étaient produits, elle réalisa que le fantôme avait remonté le temps. D'un autre côté, la mère de Sea semblait avoir retrouvé sa santé comme si elle n'avait jamais souffert de la maladie qu'il avait auparavant clouée au lit. Pendant ce temps, sur la photo accrochée au mur de la maison de Sea,
Son père était présenté comme un héros mondial pour avoir apparemment réussi à compléter le système Grid capable de protéger la Terre des tempêtes solaires. Malheureusement, derrière cet accomplissement, Sehun était également connu comme un meurtrier pour avoir tué Jang Hyok. Selon les images de surveillance de l'Institut de recherche radio, Sehun était soupçonné de collaborer avec le fantôme pour tuer le concierge. De manière inattendue, dans les images, Sehun était vu avec le fantôme, qui était sur le point de tuer Jang Hyok. En raison de la ressemblance faciale entre Sehun et son père, tout le monde supposait que l'homme aidant le fantôme était Sehun. Quelque temps plus tard, Sehun et Sebyok se rencontrèrent après avoir découvert un fait plutôt surprenant sur Siwon, le fils adoptif de Jang Hyok, qui était en réalité Manok. En raison de cela, après avoir tué Jang Hyok, le fantôme avait toujours suivi et protégé Manok, ce qui amena Sebyok à conclure que le fantôme pourrait avoir un lien de sang avec Manok. Sehun mentionna que cela pourrait être facilement enquêté s'il pouvait remonter dans le temps, mais malheureusement, il n'avait plus la puce et l'arme du fantôme. Le lendemain matin, Song-Hul vit Sebyok sortir d'un orphelinat. Curieuse, Song-Hul rencontra immédiatement la directrice de l'orphelinat, nommée Dokju, pour s'enquérir de la raison de la visite de Sebyok. Selon Dokju, Sebyok était venu pour obtenir des informations sur l'identité et l'enfance de Manok, qui avait vécu dans l'orphelinat. Dokju expliqua ensuite que Manok avait été trouvé par l'orphelinat à l'âge de 5 ans, et était connu sous le nom de Siwon. L'orphelinat avait essayé de diffuser des nouvelles sur les coordonnées de Manok, mais malheureusement, personne n'était venu le chercher. Comme il était resté un long moment sans que personne ne vienne pour lui, l'orphelinat décida de changer le nom de Siwon en Manok. Cependant, le fantôme était connu pour avoir visité l'orphelinat en prétendant être le frère ou la sœur de Manok. Pendant ce temps, Sebyok, de plus en plus curieux sur la relation entre Manok et le fantôme, se rendit à l'hôpital pour demander un test ADN au médecin pour les deux fugitifs. D'un autre côté, après avoir visité l'orphelinat, Song-Hul retourna au bureau pour examiner les images de surveillance de 1997. Elle fut surprise de voir Sehun impliquée dans l'affaire du meurtre de Jang Hyok il y a 24 ans. En raison de cela, elle rencontra Sehun devant sa maison pour lui demander comment il pouvait se téléporter dans le passé. Malheureusement, avant que Sehun puisse expliquer quoi que ce soit, Song-Hul reçut soudainement un appel l'informant que Manok avait été capturé avec succès par les agents du bureau de l'administration. En entendant la nouvelle, ils se dépêchèrent de se rendre au bureau de l'administration pour interroger Manok. En même temps, le médecin qui assistait Sebyok avec le test ADN sembla la contacter pour l'informer que Manok et le fantôme n'avaient aucun lien de sang. Même d'après le pourcentage de concordance ADN, ils étaient très éloignés d'être frères et sœurs. Étrangement, le médecin, qui avait également effectué un test ADN sur Sebyok, découvrit que le pourcentage de concordance ADN entre Sebyok et le fantôme atteignait 100%. Ce qui indiquait qu'il était des parents de sang. En entendant cela, Sebyok fut choqué et ne s'attendait pas à avoir un lien de sang avec le fantôme. Dans le bâtiment du bureau de l'administration, les agents étaient vus en train d'amener Manok dans une salle spéciale pour les fugitifs et de l'utiliser comme appât pour attirer le fantôme dans le bâtiment. En route, le groupe d'agents escortant Manok rencontra Song-Hul et Sehun, qui venaient d'arriver. Sans hésiter, Song-Hul demanda à Manok de se souvenir du meurtre de Jang Hyok en 1997 et l'interrogea pour savoir si Sehun était celui qui avait pris la vie de son père adoptif. Après un moment de réflexion, Manok réalisa finalement que Sehun était celui qui avait tué Jang Hyok, ce qui le poussa à tenter d'attaquer Sehun. Les agents tentèrent alors d'arrêter les actions de Manok en l'amenant en prison. Pendant ce temps, Sehun fut également arrêté et attaché à une chaise dans le laboratoire pour son implication dans le meurtre de Jang Hyok il y a 24 ans. Lors de l'interrogatoire par Song-Hul, Sehun avoua qu'il avait effectivement voyagé à travers l'espace et le temps en 1997 en utilisant la puce et l'arme du fantôme. En apprenant cela, le bureau de l'administration décida d'utiliser Sehun comme appât pour attirer le fantôme. D'autre part, certains agents du bureau de l'administration gardaient de près Manok dans une pièce, installant notamment un tracker sur le fugitif pour que le bureau puisse connaître ses déplacements en cas de tentative de fuite. Peu après, les lumières du bâtiment s'éteignirent soudainement, permettant à Manok de profiter de cette opportunité pour se révolter et fuir les gardes vers les escaliers de secours. Avec le tracker installé, Song-Hul et son équipe semblaient pouvoir le suivre facilement. En plus de Manok, ils avaient également installé un tracker sur Sehun, qui avait maintenant pour mission de localiser Manok. Dehors, Manok continua à courir à travers les petites ruelles pour échapper aux agents du bureau de l'administration jusqu'à ce qu'il,
à une petite intersection. Entre en collision avec un homme en veste noire, ce qui le fit tomber. En même temps, CA, toujours à la recherche de Manock, fut surpris de découvrir que le tracker de Manock avait bougé dans le sac d'un homme. CA continua alors à le chercher dans les ruelles étroites autour de lui sans se rendre compte que Manock se cachait quelque part, l'observant. Peu après, Manock se souvint soudainement de la mort de son père adoptif, tué par CA, et, dans un accès de colère, il sortit de sa cachette et poignarda CA avec une barre de métal. À cause de la blessure, CA perdit beaucoup de sang jusqu'à ce qu'il meure sur le coup. En même temps, les agents du bureau de l'administration arrivèrent et tirèrent une fléchette tranquillisant, faisant perdre connaissance à Manock. Peu après, le fantôme apparut et voyant la scène, elle remonta le temps jusqu'au moment où Manock venait juste de quitter le bureau de l'administration pour s'échapper. À ce moment-là, Sebiok, qui avait vu les coordonnées de Manock, se hâta de le poursuivre jusqu'à ce qu'elle rencontre CA, et ils cherchèrent ensemble Manock. Arrivant devant le lieu de cachette de Manock, CA et Sebiok, qui avaient perdu sa trace, commencèrent à être confus. Pendant ce temps, Manock saisit immédiatement l'opportunité d'attaquer CA avec une clé à molette, mais son action fut contrée par le fantôme, qui apparut soudainement sur les lieux et arrêta le temps. De manière inattendue, un homme mystérieux avec des capacités similaires à celles du fantôme tenta d'arrêter son action en la poussant. Il s'avéra que l'homme mystérieux avait également abandonné le tracker de Manock lorsqu'il s'était heurté à l'intersection. La bataille entre le fantôme et l'homme mystérieux s'ensuivit alors qu'ils se poursuivaient en utilisant leurs pouvoirs respectifs. Pendant ce temps, en raison de leur combat, le temps reprit son cours, et Sebiok réussit à éviter l'attaque de Manock et à lui tirer dessus. Malheureusement, l'attaque de Manock sur la tête de CA entraîna sa mort, bien que de manière différente. Un an après l'incident, Sebiok était vu vivant dans une maison en bord de mer avec sa petite fille. Alors qu'elle se détendait en portant son bébé, Ojin, qui avait réussi à retrouver Sebiok, s'approcha d'elle comme s'il avait découvert quelque chose qu'elle cachait. Peu après, Ojin invita Sebiok et sa fille à un certain endroit. D'un autre côté, le système Grid, qui avait protégé la Terre des tempêtes solaires, commença lentement à disparaître, entraînant de nouveau la Terre dans les tempêtes solaires, ce qui provoqua l'explosion du bureau de l'administration, en proie aux flammes. Dans le dernier épisode de la série, il est révélé qu'Ojin emmène Sebiok dans une maison isolée dans les bois, et à son arrivée, Sebiok est surprise de retrouver le fantôme et CA, qui sont tous deux encore en vie. Leçon morale de l'histoire. Si jamais vous prenez un fantôme pour un employé de bureau, vous pourriez avoir des ennuis avec deux inconnus et un concierge héroïque. Rappelez-vous, vérifiez toujours cet employé de bureau ordinaire, ils pourraient être des maîtres de la téléportation.